Un père célibataire emmène sa fille dans le voyage de sa vie, mais monte dans le mauvais train. Cependant, la mystérieuse femme assise à côté d'eux n'est pas seulement une passagère. C'est une inventrice milliardaire recluse qui va changer le cours de leur vie à jamais. Avant de commencer, cliquez sur le bouton « S'abonner » et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? Dans l'écho caverneux de la gare, où résonnaient 1000 adieux précipités et 1000 bonjours anxieux, une symphonie de valises à roulettes et d'annonces inaudibles que Liam ressentait au plus profond de lui-même. Il serra la petite main de sa fille Maya un peu plus fort que nécessaire. Ancre silencieuse dans cette mer chaotique d'inconnus, son autre main agrippait la sangle en cuir usé de son sac à dos, à l'intérieur duquel se trouvait un ensemble de plans roulés pressés contre ses vêtements de rechange. Un rêve tangible dans un monde qui semblait de plus en plus construit sur des bases instables. Ce voyage était plus que des vacances. C'était un pèlerinage, une promesse qu'il avait faite à sa défunte épouse 1 an auparavant. Emmener leur fille voir l'océan qu'elle aimait tant, la côte où sa mère avait grandi, où son souvenir flottait encore dans l'air salé et les cris des mouettes. Mais les promesses coûtaient cher. Et Liam était un homme qui vivait sur ses dernières économies. Un architecte indépendant spécialisé dans les jardins communautaires et les petites bibliothèques publiques. Des projets qui nourrissaient l'âme, mais qui lui permettaient à peine de payer ses factures. Le billet de train avait coûté le reste de ses économies. Un risque calculé pour une récompense inestimable. Le sourire de Maya. Il baissa les yeux vers elle, son visage rayonnant d'une excitation pure et insouciante que seuls les enfants de 7 ans peuvent avoir. Elle portait un imperméable jaune vif. Malgré le ciel dégagé et ses boucles brunes qui rebondissaient à chaque pas, elle tenait sous le bras un carnet de croquis rempli de dessins de créatures fantastiques et de maisons bancales avec trop de cheminées. « C'est notre train, papa ?» demanda-t-elle, en pointant son petit doigt vers la locomotive argentée qui sifflait sur les rails. Pour Liam, plissa les yeux pour regarder le tableau des départs. Puis il regarda à nouveau son billet. Les chiffres lui apparurent flous pendant 1 seconde, un mélange confus de destination et d'horaire. Il était fatigué d'une fatigue profonde et persistante qui était devenue une constante dans sa vie depuis qu'il était devenu à la fois mère et père de la petite étoile brillante qui lui tenait la main. « Oui, ma chérie », répondit-il avec assurance. Il ne pensait pas que c'était celui qui les emmènerait à la mer. Ils avancèrent avec la foule, poussés par le courant de corps qui les entraînait vers les portes ouvertes. Il souleva Maya pour l'aider à monter la première marche, puis passa son sac à dos sur son épaule, dont le poids lui procurait un réconfort familier. Le wagon était frais et calme. Après le brouhaha de la gare, un silence soudain s'installa et ils trouvèrent 2 sièges près d'une grande fenêtre. Le tissu usé, d'un bleu délavé, était imprégné des fantômes de 1000 autres voyages. Liam glissa leur sac dans le compartiment supérieur, puis s'installa à côté de sa fille, qui avait déjà le nez collé à la vitre, regardant le monde de la plateforme s'éloigner. Le train fit un soubresaut, poussa un léger soupir d'air comprimé, puis ils se mirent lentement en mouvement. D'abord, puis, prenant de la vitesse, la ville se dévoila pour révéler une mosaïque de toits et de ruelles oubliées. Maya poussa un petit cri de joie, son souffle formant un cercle parfait sur la vitre. Liam sentit un nœud dans sa poitrine se desserrer légèrement. C'était la bonne décision, c'était pour elle, c'était ce qui comptait. Il appuya sa tête contre le siège, prêt à se laisser bercer par le rythme des rails dans un état de contemplation tranquille. Mais quelques minutes plus tard, une voix trancha le doux cliquetis. Un contrôleur en uniforme bleu marine impeccable se tenait dans l'allée, son composteur de billets suspendu à sa ceinture comme une relique. D'une autre époque. « Vos billets, s'il vous plaît », dit-il d'une voix polie mais ferme. Liam fouilla dans sa poche et sortit leurs billets. Le contrôleur les prit, les regarda, puis fronça les sourcils avec une patience acquise par l'habitude. « Mon garçon », dit-il d'une voix un peu plus basse, « je pense que vous vous êtes trompé. » Liam eut l'estomac noué. Ce train ne va pas vers la côte. Si vous étiez à leur place, que feriez-vous? Descendriez-vous immédiatement ou continueriez-vous en faisant confiance à la surprise du destin? Écrivez vos commentaires, c'est le Midnight Express. Le prochain arrêt est Blackwood Pass, à 6 heures d'ici. Ce n'est pas le bon train. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds et froids. Liam fixa le contrôleur, puis Maya, toujours inconsciente, toujours en train de dessiner des motifs sur la vitre, puis le paysage qui disparaissait rapidement, un monde qu'il était censé quitter dans l'autre direction. Le train était une balle argentée, fendant un paysage de collines, vert émeraude et de fermes oubliées. Et à l'intérieur de son ventre climatisé, Liam sentit une froide terreur commencer à s'infiltrer
dans les limites de son calme forcé. 6 heures. 6 heures dans la mauvaise direction, avec un billet non remboursable et un budget si serré qu'il en était transparent. Maya se détourna enfin de la fenêtre, sentant le changement d'atmosphère. Ses yeux brillants passèrent du visage stoïque du conducteur à celui, tendu, de son père. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa Liam parvint à esquisser un sourire qui semblait sur le point de se fissurer. Juste un petit malentendu, ma chérie. Nous sommes maintenant dans un train d'aventure. Le conducteur lui lança un regard compatissant, son regard s'adoucissant lorsqu'il aperçut le visage confiant de Maya. « Vous pouvez essayer de régler cela à Blackwood Pass, dit-il doucement. Il y a une gare de correspondance là-bas, mais cet express ne s'y arrête pas. » Avant cela, il poinçonna leurs billets avec un clic réticent et passa son chemin, laissant Liam seul avec le poids de son erreur. Il appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre, son propre reflet, un fantôme fatigué, le fixant en retour. Il avait planifié ce voyage pendant des mois, économisé chaque dollar disponible, esquissé chaque étape, et en un instant de confusion précipitée, il avait réussi à tout faire dérailler. Il sentit une petite main se glisser dans la sienne. « Ça va, papa », murmura Maya dans un train d'aventure. « Ça a l'air amusant. » Sa confiance naïve était à la fois réconfortante et douloureuse. Elle lui faisait entièrement confiance et il les avait égarés. Il lui serra la main et se tourna vers elle, le cœur lourd. « Oui », dit-il d'une voix rauque, « ça va être amusant. » C'est alors qu'il remarqua la femme assise de l'autre côté de l'allée. Elle n'était pas là lorsqu'ils étaient montés à bord. Ou si elle était là, elle était aussi silencieuse et immobile que le siège lui-même. Elle regardait par la fenêtre, son profil élégant et net. Plongée dans une contemplation silencieuse, elle portait un simple pull en cachemire gris, sans logo ni marque, juste une matière douce et de qualité qui suggérait la richesse plutôt que de la crier. Ses cheveux étaient une cascade de soie sombre, ramenée en un nœud lâche dans la nuque. Quelques mèches égarées encadraient un visage à la fois beau et profondément triste. Ses mains reposaient sur ses genoux, l'une tenant une tablette fine et sans marque, éteinte. Elle n'avait pas levé les yeux pendant sa conversation à voix basse avec le conducteur. Elle n'avait pas bougé d'un pouce, mais Liam avait la nette impression qu'elle avait tout entendu, qu'elle était le témoin silencieux de son effondrement tranquille. Il détourna rapidement le regard, gêné d'être vu dans un moment d'échec. Il n'était qu'un père fatigué de plus qui n'arrivait pas à faire les choses correctement. Un homme dont les plans les mieux préparés s'était effondré avant même que le voyage n'ait vraiment commencé. Il sortit le carnet de croquis de Maya de son sac et le lui tendit avec une petite boîte de crayons de couleur offerte par un donateur. « Tiens, dit-il, la voix encore un peu tremblante. Pourquoi ne dessinerais-tu pas le train de l'aventure pour moi ?» Le visage de Maya s'illumina et elle se mit immédiatement au travail, totalement concentrée. Et pour cela, Liam lui était reconnaissant. Cela lui donna un moment pour respirer, réfléchir, essayer de comprendre comment ils allaient se remettre sur les rails, alors que son monde entier semblait filer à toute allure dans la mauvaise direction. La première heure passa dans un flou de collines ondulantes et de fredonnements discrets de Maya. Elle était perdue, dans son monde de crayons et de papier, dessinant un train fantastique avec des ailes et une cheminée souriante. Liam l'observait. Une douleur sourde s'installait derrière ses côtes. Il aurait dû vérifier 2 fois le billet. Il aurait dû être plus attentif. Mais la fatigue des derniers mois avait été un brouillard constant, un bourdonnement d'inquiétude qui rendait les choses simples monumentales. Il était juste tellement fatigué. Il ferma les yeux pour essayer d'élaborer un nouveau plan dans sa tête. Le col de Blackwood était à 6 heures de route. Et ensuite, un autre billet, une autre somme d'argent. Il n'en avait pas. Il pourrait peut-être appeler ses beaux-parents, mais l'idée d'admettre son échec lui donnait l'impression d'avaler du verre. C'étaient des gens bien, mais ils s'inquiétaient, et leur inquiétude ressemblait toujours un peu trop à de la pitié. Un bruissement de papier rompit sa concentration. Maya brandissait fièrement son dessin terminé. « Qu'en penses-tu, papa ?» Le train dessiné s'envolait dans un ciel rempli de nuages violets cotonneux. Ses fenêtres étaient remplies de personnages souriants, et à l'avant, un conducteur à la moustache sauvage faisait un signe de la main en guise de salut. « C'est magnifique, ma chérie », dit Liam, la gorge serrée. « Tu lui as même donné des ailes », s'exclama Maya, les yeux brillants. Comme c'est un train d'aventure, il devrait pouvoir voler où il veut. Elle se pencha en avant pour lui montrer un détail. « Tu vois, et c'est la dame qui répare les problèmes si les ailes se cassent. » Son crayon avait laissé échapper une ligne bleue tremblante qui avait glissé sur la page et atterri sur le jean usé de Liam. Il sursauta légèrement en regardant la traînée de couleurs fraîches. « Oh non !» Le visage de Maya se crispa. « Je suis désolé, papa,
Ce n'est pas grave, chérie, ça partira au lavage, dit-il rapidement, essayant d'apaiser la panique dans ses yeux. Mais avant qu'il n'ait pu trouver une serviette, une main se tendit entre leurs sièges. Elle tenait un petit tissu blanc, parfaitement plié. C'était la femme assise de l'autre côté de l'allée qui s'était finalement retournée. Son regard était direct et étonnamment doux. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient receler une tempête tranquille. « Tenez », dit-elle d'une voix basse et mélodieuse, « cela pourrait vous aider. » Liam hésita, puis prit le chiffon. « Merci. » Il tamponna la tache d'encre, s'attendant à ce qu'elle s'étale. Mais au contraire, elle s'enleva proprement du tissu de Nîmes, disparaissant comme si elle n'avait jamais été là. Il fixa le chiffon, puis la regarda à nouveau, une lueur de surprise dans les yeux. Elle esquissa un petit sourire presque imperceptible. Certains problèmes sont plus faciles à résoudre que d'autres. Son regard se posa sur Maya, qui la regardait maintenant avec une curiosité évidente. « J'aime ton dessin », dit Maya en le brandissant. Les yeux tristes de la femme s'adoucirent. « Je l'aime aussi. Les ailes sont une bonne idée. Elles t'aident à franchir les montagnes. » Liam sentit un courant étrange passer entre eux. Elle ne parlait pas seulement du dessin. Il pouvait le sentir. La conversation aurait dû s'arrêter là. Un échange poli entre étrangers. Mais Maya, comme toujours, avait d'autres plans. « Tu dessines aussi ?» demanda-t-elle à la femme, dont il ne connaissait toujours pas le nom. La femme marqua une pause, puis acquiesça légèrement. « Parfois, comment tu t'appelles ?» insista Maya avec l'innocence intrépide de l'enfance. Le sourire de la femme se fit plus crispé. Juste un peu. La question était plus compliquée qu'il n'y paraissait. « Ara ?» dit-elle après un moment. « Juste Ar. » Le nom resta suspendu dans l'air, simple et élégant, tout comme elle. Liam retrouva enfin sa voix. « Je m'appelle Liam, et voici ma petite artiste. » Les yeux de Maya Ara croisèrent les siens, et pour la première fois, il vit au-delà de la tristesse quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à la solitude. C'est dans ce regard partagé, cette reconnaissance silencieuse d'être à la dérive, que Liam réalisa que ce train erroné venait peut-être de les conduire vers la seule personne qui comprenait ce que l'on ressentait lorsqu'on était perdu. Ara était d'une présence discrète. Elle ne remplissait pas l'espace de bavardage ou de questions inutiles. Au contraire, elle possédait un calme à la fois apaisant et déconcertant. Elle avait une façon d'écouter qui vous donnait l'impression d'être vue, comme si elle absorbait non seulement les mots, mais aussi les espaces entre eux. Après que Maya les présentait à toutes les créatures fantastiques de son carnet de croquis, un silence confortable s'installa dans leur petit compartiment du wagon. Maya finit par se blottir contre Liam, sa respiration s'uniformisant au rythme doux du sommeil, laissant les deux adultes dans une bulle d'intimité tranquille. Liam se surprit à l'observer lorsqu'elle ne le regardait pas. La façon dont ses doigts traçaient distraitement le bord de sa tablette, un appareil si fin et si lisse qu'il ressemblait davantage à une vitre fumée qu'à un ordinateur. Il remarqua que son regard se posait sur le paysage qui défilait, mais son attention semblait se concentrer sur un monde intérieur bien plus complexe que les collines ondulantes à l'extérieur. « Je suis désolé pour tout ça », dit-il finalement, en faisant un geste vague pour désigner leur situation. Le mauvais train, l'enfant endormi, l'air général d'un homme qui avait du mal à se contrôler. Ara se détourna de la fenêtre. Son expression était indéchiffrable. « Vous n'avez aucune raison d'être désolé. Les gares peuvent prêter à confusion. » Elle le dit avec une fermeté qui ne laissait aucune place à l'apitoiement sur soi. « J'apprécie que vous voyagiez beaucoup, » demanda-t-il, essayant d'éloigner la conversation de ses propres échecs. « Parfois, » répondit-elle, « plus pour le travail que pour le plaisir. Et que faites-vous, si je peux me permettre ?» Elle hésita. Pendant un instant, une lueur de méfiance passa dans ses yeux. « Je suis inventrice, » dit-elle simplement. Ces mots semblaient à la fois grandioses et incroyablement vagues. Liam haussa un sourcil, imaginant quels problèmes, solutions et connexions elle proposait exactement. Elle haussa légèrement les épaules. Cela dépend des jours. Il aurait voulu en savoir plus pour comprendre quel genre de personne décrivait son travail avec une abstraction aussi poétique, mais il se retint. C'était un homme qui construisait des choses tangibles avec des objectifs clairs, des centres communautaires, des bibliothèques, des lieux avec des murs et des sols, et un début et une fin bien définis. Son monde semblait être celui des idées, des systèmes, des choses qu'il ne pouvait pas toucher. Il sortit les plans roulés de son sac, ayant besoin de se raccrocher à quelque chose de familier. Il les déroula sur ses genoux, le papier craquant dans le silence de la voiture. « C'est ce que je fais », dit-il presque pour lui-même. « Une serre communautaire pour le sud de la ville, un endroit où les enfants peuvent apprendre d'où vient leur nourriture. » Ara se pencha légèrement en avant,
ses yeux scrutant les lignes et les mesures détaillées avec une intensité qui le surprit. Elle ne se contenta pas de les regarder, elle les lut. Son regard passa des supports structurels au plan d'irrigation, puis aux notes qu'il avait griffonnées dans les marges. En ce qui concerne le chauffage solaire passif, vos traverses sont inclinées pour une répartition maximale de la charge, dit-elle doucement. Mais avez-vous envisagé d'utiliser un cadre hexagonal pour les panneaux de verre? C'est une structure plus stable qui répartit les contraintes de manière plus uniforme et qui est moins susceptible de se fracturer sous l'effet du cisaillement du vent. Liam la fixa, la bouche légèrement ouverte. Son observation n'était pas seulement intelligente, elle était digne d'un expert, une perspicacité qui aurait pu venir d'un ingénieur en structure chevronnée, et non d'une observatrice occasionnelle qui inventait des connexions. « Qui êtes-vous » faillit-il demander. Mais la question mourut sur ses lèvres, car il eut soudain peur de la réponse. Elle se contenta de sourire, d'un sourire triste et entendu, et se pencha en arrière sur son siège. « Je vous l'ai dit », dit-elle doucement, « je résous des problèmes. » Le train roulait à un rythme régulier sur les rails, marquant le passage du temps dans un monde qui était soudainement devenu asymétrique et incertain. Liam ne pouvait pas oublier l'observation de Hara sur ses plans. Ce n'était pas juste un commentaire anodin, c'était la remarque de quelqu'un qui avait une compréhension profonde et intrinsèque de la physique et de la conception. Il se surprit à repasser ces paroles dans sa tête, les comparant aux années qu'il avait passées à étudier les mêmes principes. Elle avait disséqué son travail d'un simple coup d'œil et proposé une solution à la fois élégante et profondément correcte. Il enroula les plans dans ses mains immobiles. Il bougeait plus lentement cette fois-ci, envahi par un nouveau sentiment de malaise. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'admiration mêlée à une bonne dose de suspicion. Il la regarda. Elle avait allumé sa tablette. Ses doigts se déplaçaient avec une grâce fluide sur la surface sombre. Pas de clavier, pas de souris, juste de la lumière et des lignes de mouvement qui ressemblaient à un code complexe. Et des schémas complexes coulaient sous son toucher, formant des formes et des motifs à la fois beaux et indéchiffrables. Maya remua à côté de lui, levant la tête de son épaule et clignant des yeux d'un air endormi. Elle aperçut l'écran d'Hara et écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en pointant son petit doigt. Hara jeta un coup d'œil et, avec un léger sourire, inclina la tablette. « Alors ?» Maya pouvait mieux voir. « C'est le design d'un nouveau type de filtre à eau », expliqua-t-elle d'une voix qui avait perdu un peu de sa prudence. « Tu vois ces petits canaux ? Ils sont conçus pour imiter la façon dont les racines des plantes absorbent l'eau. Ils la purifient sans utiliser de produits chimiques. » Maya était fascinée, mais comment lui dire quoi faire? Les doigts d'Hara dansèrent à nouveau sur l'écran, et les schémas se modifièrent et se reformèrent en temps réel. On lui donne un langage, un ensemble de règles, un plan, tout comme celui de ton père, dit-elle en jetant un regard à Liam pendant une demi-seconde. Il ressentit le même choc de reconnaissance. Elle n'était pas seulement une inventrice, elle était une créatrice à une échelle qu'il ne pouvait même pas commencer à comprendre. Elle parlait des systèmes et du code avec la même passion. Lui parlait du bois et de l'acier. La cloche du wagon-restaurant sonna doucement dans l'allée. Une annonce mélodieuse indiquait que le déjeuner était servi. L'estomac de Maya gargouilla, un son à la fois comique et qui rappelait cruellement leur budget en baisse. Le cœur de Liam se serra un peu. Il n'avait pas pris en compte un repas de 6 heures dans un train express avant même de pouvoir formuler une excuse. Maya se tourna vers Hara avec des yeux grands ouverts et pleins d'espoir. « Tu as faim ? Je meurs de faim. » Liam commença à dire « Chérie, je ne pense pas. » Mais Hara l'interrompit gentiment, le regard doux mais ferme. « En fait, oui, » dit-elle en regardant Liam. « Maya et toi, voulez-vous vous joindre à moi ?» Il ouvrit la bouche pour protester et insister qu'il n'avait pas besoin. Mais le regard qu'elle lui lança l'arrêta. Ce n'était pas de la pitié, c'était une invitation, un simple geste pour partager un moment ensemble. Il vit l'espoir sur le visage de sa fille, et sa fierté lui sembla insignifiante et mesquine. « D'accord », dit-il finalement, d'une voix à peine audible. « Merci ». Elle acquiesça simplement, un petit sourire aux lèvres, tandis qu'elle éteignait sa tablette et se levait. « Allons-y », dit-elle, « ce n'est pas grave. » La voiture-restaurant était à 1000 lieues des sièges bleus et calmes de leur wagon. Tout était en chrome poli et nappes blanches brillant sous la douce lueur des lampes art déco. Les fenêtres étaient plus grandes ici, offrant une vue panoramique sur la campagne qui défilait, un paysage de vert profond et de gris ondulé qui semblait s'étendre à l'infini. Liam sentit un nœud d'anxiété se former dans son estomac. C'était le genre d'endroit où une bouteille d'eau
coûtait probablement plus cher que les sandwichs qu'il avait préparés pour tout le voyage. Il guida Maya vers une petite banquette, sentant une douzaine de regards posés sur eux. Ou peut-être était-ce seulement son imagination. Il était très conscient de son jean usé, des éraflures sur ses bottes, du fait que sa fille et lui étaient des intrus dans un espace conçu pour une autre classe de voyageurs. Elle se glissa avec aisance sur la chaise en face de lui, comme si elle avait passé toute sa vie dans des endroits comme celui-ci. Et c'était peut-être le cas. Le serveur, un homme au col amidonné et à l'air indifférent, arriva avec des menus reliés en cuir sombre. Liam ouvrit le sien et son cœur fit un lent et douloureux bond. Les prix étaient indiqués en petits caractères élégants, chacun d'entre eux étant un petit coup de poignard à son budget déjà mis à mal. Il calcula rapidement qu'un simple déjeuner pour eux deux lui coûterait l'argent qu'il avait mis de côté pour leur billet de correspondance depuis Blackwood Pass. Maya, inconsciente de la situation, suivait du doigt le logo en relief sur le menu, balançant joyeusement ses pieds sous la table. « Qu'est-ce que tu vas prendre ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers lui. Liam esquissa un sourire. « Quelque chose de léger, chérie. On partagera peut-être juste une entrée. » Mais Ara prit la parole avant qu'il n'ait pu terminer. Elle s'adressa au serveur d'une voix calme et posée. « Nous commencerons par 3 verres de limonade fraîche, et elle prendra les macaronis au fromage, » dit-elle en désignant Maya, qui rayonnait de joie devant les adultes. Elle s'interrompit, jetant un regard à Liam pendant une demi-seconde, lisant son malaise avec une précision déconcertante. « Nous prendrons 2 poulets rôtis, la spécialité du jour. » Le serveur griffonna sur son bloc-notes et disparut sans un mot. Liam regarda Ara de l'autre côté de la table, son orgueil se mêlant à sa gratitude. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il à voix basse. Elle croisa son regard, l'expression indéchiffrable. « J'en avais envie, » répondit-elle. « Appelons ça simplement des honoraires de consultation pour ton avis d'expert sur mon filtre à eau. » Il savait que c'était une excuse, une façon élégante d'éviter le malaise lié à la charité. Mais il était trop fatigué et trop reconnaissant pour discuter. Il se contenta donc d'acquiescer. Et pour la première fois depuis le début de ce long voyage fortuit, il se permit d'accepter de l'aide. Lorsque les plats arrivèrent, ils étaient aussi élégants que le cadre. Le poulet était parfaitement rôti, posé sur un lit de riz sauvage, accompagné d'asperges nappées d'une sauce légère. Les macaronis au fromage de Maya étaient très différents de ceux vendus en boîte. Elle avait l'habitude de les manger crémeux et riches, servis dans un petit plat en céramique. Elle mangeait avec un plaisir concentré qui fit naître un petit sourire sur le visage de Liam. Tout le monde mangeait lentement. Ses gestes étaient mesurés mais détendus. Elle interrogea Maya sur ses livres préférés, sa meilleure amie à l'école, ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande. « Une dompteuse de dragons ?» annonça Maya avec le plus grand sérieux. Ara ne rit pas. Elle acquiesça d'un air pensif. « C'est un travail très important, dit-elle. Il faut être courageux et patient pour être un bon dompteur de dragons. » Liam les observait. Une chaleur tranquille se répandit dans sa poitrine. Ara avait une façon particulière de parler à Maya. Pas comme à une enfant à dorloter, mais comme à une personne à respecter. Elle voyait la magie dans le monde de Maya et la traitait comme si elle était réelle. Il réalisa depuis combien de temps il n'avait pas vu Maya communiquer ainsi avec un autre adulte, en particulier une femme, car depuis le décès de sa femme, leur monde était devenu petit. Juste eux deux, un univers très soudé. La présence d'Ara était une intrusion douce, une nouvelle étoile dans leur ciel familier. C'était à la fois un peu déconcertant et merveilleux, une fois les assiettes débarrassées. Tout le monde insista pour prendre un dessert, une part de gâteau au chocolat fondant, accompagné d'une boule de glace à la vanille. Les yeux de Maya s'écarquillèrent lorsque le chocolat chaud se répandit du centre comme un volcan sucré. Ils mangèrent dans un silence confortable, le tintement des cuillères étant le seul bruit à leur table. Le train se balançait doucement sous leurs pieds, un rythme apaisant qui semblait bercer le monde dans un état de paix. Alors qu'ils se préparaient à partir, Ara régla discrètement l'addition d'un simple geste, en tapotant rapidement une carte noire sans inscription sur l'appareil portable du serveur. Pas de signature, pas de code PIN, juste un petit bip et c'était fait. Un autre petit mystère, une autre pièce du puzzle qui ne cadrait pas tout à fait avec la femme qui avait inventé les connexions et payé le déjeuner avec une carte fantôme de retour à leur place. Le sucre et la chaleur du repas avaient bercé Maya qui s'était rendormie. Elle était recroquevillée contre la fenêtre, son carnet de croquis posé sur ses genoux comme un bouclier. Liam passa sa veste sur elle en réponse à son geste silencieux de protection. Le soleil commençait à descendre dans le ciel,
peignant les nuages de teintes orange doux et rose pâle. Le monde extérieur était une aquarelle en mouvement. Ara regardait à nouveau par sa propre fenêtre, son reflet, une silhouette floue se découpant sur le paysage qui défilait. « Tu es un bon père », dit-elle doucement. Sans se retourner pour le regarder, Liam fut prise au dépourvu par la franchise de son commentaire. « Je fais juste de mon mieux », répondit-il d'une voix rauque, émue. Elle finit par tourner son regard vers lui. Ses yeux étaient à la fois clairs et tristes. « C'est ce qui fait que tu es bon », dit-elle. « Tu n'arrêtes pas d'essayer. » Il ne savait pas quoi répondre, alors il se contenta d'acquiescer. Une boule se forma dans sa gorge. Ils restèrent assis en silence. Pendant quelques kilomètres encore, le rythme du train, tel un battement de cœur régulier, résonnait sous leurs pieds. Il eut envie de rompre le silence pour en savoir plus sur cette femme mystérieuse qui le voyait si clairement. « Tu ne m'as jamais dit quel genre de problème tu résolves », dit-il, changeant enfin de sujet. Ara baissa les yeux vers ses mains posées sur ses genoux. « Ceux qui n'ont pas de plan », répondit-elle dans un murmure. « Je construis des systèmes pour aider les gens à mieux communiquer, des plateformes pour partager des informations en toute sécurité. La technologie est censée nous rapprocher, mais parfois, je pense qu'elle ne fait que nous rendre plus seuls. » Il pouvait entendre la lassitude dans sa voix, la même fatigue profonde qu'il ressentait dans sa propre vie, mais pour des raisons différentes. Il était fatigué d'avoir trop peu. Elle était fatiguée d'avoir trop. Ma femme, c'était elle qui savait créer des liens avec les gens. Il se surprit à prononcer ces mots avant même de pouvoir les retenir. Elle pouvait entrer dans une pièce remplie d'inconnus et en ressortir avec 10 nouveaux amis. Elle rendait tout plus chaleureux, plus lumineux. Ara écoutait, le regard fixe. Et que s'est-il passé, si je peux me permettre? Liam regarda par la fenêtre, observant les derniers rayons de soleil disparaître du ciel. C'était un accident de voiture, dit-il d'une voix creuse comme il y a 2 ans. 1 minute auparavant, elle était en route pour le marché. La minute d'après, elle avait disparu. Il avait l'impression que le monde entier était devenu silencieux après cela. Voilà, la vérité sur sa vie était révélée à une inconnue dans un train, un chagrin. Il parlait rarement d'une blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Il s'attendait à ce qu'elle lui présente ses condoléances, les phrases creuses habituelles que les gens prononcent quand ils ne savent pas quoi dire d'autre, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle dit simplement « Je suis vraiment désolée. Vous avez dû apprendre à vivre dans ce silence. » Il croisa son regard et, au fond de ses yeux, il ne vit pas de pitié, mais une compréhension profonde et surprenante. C'était le regard de quelqu'un qui connaissait son propre silence. Et pour la première fois depuis le début du voyage, il n'avait plus l'impression d'être dans le mauvais train. Le train s'engouffra dans un tunnel et le monde extérieur disparut, remplacé par une obscurité absolue. Les douces lumières de secours dans l'obscurité absolue du wagon clignotaient, projetant de longues ombres inquiétantes qui dansaient sur les murs. Maya remua dans son sommeil, un petit gémissement s'échappant de ses lèvres alors qu'elle se blottissait davantage contre Liam. « Tout va bien, ma chérie, ce n'est qu'un tunnel », murmura-t-il en lui caressant les cheveux, son propre cœur battant un peu plus vite dans l'obscurité soudaine de l'autre côté de l'allée. C'était une silhouette. Son visage était obscurci par la pénombre. Mais Liam pouvait sentir sa présence, un point d'ancrage stable dans l'obscurité désorientante. Le cliquetis du train s'intensifia dans l'espace clos, un rugissement assourdissant qui semblait engloutir tous les autres sons. L'air devint épais, lourd de l'odeur de la poussière et de la terre humide. On aurait dit qu'il voyageait au cœur même de la montagne, à travers un endroit épargné par la lumière et le temps. L'obscurité s'éternisa plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. 1 minute, puis 2, puis 5. Un grondement sourd fit vibrer le sol, un rythme différent de celui du train. Maya se redressa, les yeux écarquillés de peur. Que se passe-t-il? Liam passa un bras autour d'elle et la serra contre lui. Ce n'est rien, juste un long tunnel, probablement. Il essaya de garder une voix calme, mais un sentiment de malaise s'était installé dans son ventre. Cela semblait différent. Le train commença à ralentir, émettant un long grincement métallique. Des étincelles jaillirent devant la fenêtre. De brèves explosions de feu dans l'obscurité suffocante. Puis, dans un dernier soubresaut, le train s'arrêta net. Si ce moment vous a touché, aimez la vidéo. Avec un petit geste, l'histoire pourra toucher davantage de personnes. Le rugissement du tunnel fut remplacé par un silence soudain et profond. Un silence si profond qu'il semblait pesant. Le seul bruit était le faible bourdonnement des lumières de secours et son propre cœur qui battait à un rythme effréné dans ses oreilles. Un instant plus tard,
une voix grésilla dans le système d'interphone, son message déformé et parasité. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Il semble y avoir une panne de courant sur la ligne. Nous sommes actuellement arrêtés dans le tunnel de Blackwood Pass. Les ingénieurs travaillant sur le problème. Veuillez rester à vos places. » Le message s'interrompit, les laissant à nouveau dans un silence lourd et plein d'attente. Liam regarda Ara. Son visage était désormais faiblement visible dans la pénombre. Son expression était calme, mais ses yeux étaient alertes, vigilants. Elle ne paniquait pas. Elle évaluait son esprit d'inventrice, déjà à l'œuvre pour comprendre le problème, et pas seulement ses effets. « Eh bien, » dit Liam avec un rire sec, « tant pis pour notre train de l'aventure. » Ara ne sourit pas. « J'ai le sentiment, » dit-elle d'une voix calme mais claire, « que l'aventure ne fait que commencer. » L'air danse le wagon, des vins viciés, chargé de l'odeur des passagers nerveux et du goût métallique de l'incertitude. Des chuchotements commencèrent à parcourir le wagon, un chœur de questions étouffées et d'inquiétudes. Certaines personnes sortirent leur téléphone. La lumière bleue de leurs écrans illuminait leur visage d'une lueur fantomatique, mais il n'y avait aucun signal, aucune barre, aucune connexion avec le monde extérieur. Ils étaient suspendus dans le temps et l'espace, piégés dans un tube métallique enfoui sous une montagne. Liam sentit Maya trembler à côté de lui. Il la serra plus fort dans ses bras, essayant de projeter un air calme. Il était loin de ressentir la panique familière qui rongeait son sang-froid, le sentiment d'impuissance, d'être incapable de protéger son enfant d'un monde imprévisible et souvent cruel. « Combien de temps penses-tu que nous allons rester coincés ici ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle avait ressorti sa tablette, dont l'écran projetait une douce lumière blanche sur son visage. Elle ne naviguait pas sur Internet et ne jouait pas à un jeu. Elle faisait défiler ce qui semblait être des schémas du réseau électrique du train. Liam se pencha en avant, plissant les yeux. « Comment as-tu ça ?» Elle ne leva pas les yeux. Depuis l'écran, elle répondit distraitement. « J'ai beaucoup de choses », tout en suivant du doigt une série de circuits complexes. On dirait une surcharge du transformateur primaire. Les générateurs de secours auraient dû se mettre en marche. Mais il semble y avoir une défaillance en cascade dans le système de commutation flash. Son diagnostic était si rapide, si certain, qu'il le laissa sans voix. Ce n'était pas une supposition. C'était une conclusion fondée sur des faits, prononcée avec l'assurance de quelqu'un qui avait lui-même conçu le système. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent, les plongeant dans l'obscurité totale. Un halètement collectif parcourut la voiture, suivi de quelques rires nerveux et des pleurs d'un bébé, quelques rangées derrière eux. Maya enfouit son visage dans la poitrine de Liam, son petit corps rigide de peur. « Tout va bien, bébé, je suis là », murmura-t-il d'une voix tendue. À ce moment-là, un faisceau de lumière doux et concentré transperça l'obscurité. Il provenait du côté d'Ara. Elle tenait un petit appareil ressemblant à un stylo, dont la pointe brillait d'une lumière blanche si intense qu'elle illuminait toute leur section. Ce n'était pas une lampe de poche, c'était autre chose. Quelque chose de plus élégant, de plus sophistiqué, comme un outil venu du futur. « Je suis toujours préparée », dit-elle. Sa voix était calme et posée dans le silence soudain. Sa lumière trouva ses yeux et les retint un instant. Dans cette obscurité, elle n'était plus un mystère, elle était un phare. Et Liam se surprit à faire davantage confiance à sa lumière qu'aux promesses des ingénieurs invisibles travaillant à des kilomètres de là. Le faisceau lumineux de l'appareil d'Allah était un petit soleil dans leur univers privé. Il n'éclairait pas seulement leur siège, il semblait repousser le poids oppressant de l'obscurité. Maya releva lentement la tête de l'épaule de Liam, sa peur laissant place à une fascination émerveillée pour le stylo lumineux. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. Ara le lui tendit doucement. « C'est un chalumeau à plasma, mais très petit. Je l'ai conçu pour la microsoudure, mais il peut servir de lampe en cas de besoin. » Maya le retourna entre ses petites mains. Le métal était froid et lisse, parfaitement homogène. Il semblait à la fois simple et incroyablement complexe. Liam observait la scène en silence, témoin silencieux de cette étrange rencontre entre deux mondes. Sa fille tenait un objet technologique futuriste, comme s'il s'agissait d'une baguette magique. Cette femme était un paradoxe. Elle s'habillait sans prétention, parlait avec une empathie tranquille et pourtant elle transportait des outils qui n'existaient probablement pas sur le marché public. Elle était un fantôme dans la machine, une femme qui comprenait les rouages du monde, mais qui avait choisi d'exister en marge, dans le calme. Les heures commençaient à s'écouler lentement. L'adrénaline initiale de la situation s'était dissipée, remplacée par un ennui terne et agité.
Les passagers devenaient de plus en plus agités, leurs chuchotements plus forts, leurs mouvements plus fréquents. Pourtant, dans leur petit compartiment, un étrange sentiment de paix s'était installé avec Ara. Une confiance tranquille et une lumière magique avaient créé un petit îlot de calme. Maya finit par se rendormir, bercée par le doux ronronnement du chalumeau à plasma. Kara avait posé sur le siège pour diffuser une lueur constante. Liam se retrouva à parler à nouveau, d'une voix basse dans le wagon silencieux. Il lui parla de la maison que lui et sa femme avaient conçue ensemble. Un petit cottage avec un grand porche et un jardin rempli de fleurs sauvages. Il décrivit la façon dont la lumière du soleil traversait la fenêtre de la cuisine le matin. Comment toute la maison sentait le café et la sciure de bois. Il n'avait jamais parlé de ces choses à personne. Pas avec autant de détails, pas depuis qu'elle était partie. Elle écoutait sans l'interrompre. Son regard était doux et attentif dans la pénombre. Elle ne lui offrait pas de platitude ni de réconfort facile. Elle se contentait de lui laisser l'espace nécessaire pour exprimer son chagrin, le laissant se libérer de souvenirs devenus trop lourds à porter seul. Quand il se tut enfin, la voix étranglée par les larmes qu'il retenait, elle tendit le bras par-dessus l'allée et posa sa main sur la sienne. Pendant un instant, son contact fut léger, mais il le ramena à la réalité, un simple geste de connexion humaine qui en disait plus long que les mots ne pourraient jamais le faire. « Merci », murmura-t-elle. Il la regarda, perplexe. « Pourquoi ? Pour m'avoir fait part de vos souvenirs. » Il ne savait pas quoi répondre. Alors il resta assis là, dans la lueur tranquille de sa lumière futuriste, se sentant vu d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Le train finit par avancer dans un grincement métallique, quelque part dans les heures brumeuses qui précèdent l'aube. Les lumières principales se rallumèrent, vives et fluorescentes, faisant cligner des yeux à tout le monde face à cette luminosité soudaine. Une vague de soulagement et d'applaudissements épars parcourut le wagon. Il roulait à nouveau, lentement au début, puis de plus en plus vite à mesure qu'ils émergeaient de l'autre côté du tunnel. Les premières lueurs du matin apparaissaient à l'horizon, peignant le ciel. Dans des tons doux de gris et de rose, l'épreuve était terminée. Liam sentit une vague d'épuisement le submerger, si profonde qu'elle en était vertigineuse. Maya dormait toujours, le visage paisible et inconscient. Il regarda Ara. Elle regardait par la fenêtre le nouveau jour, l'air pensif et distant. La torche à plasma avait disparu, rangée dans la poche secrète d'où elle était sortie. Elle ressemblait à nouveau à n'importe quel autre passager, bien qu'elle fût remarquablement élégante. Le train entra en gare de Blackwood Pass. 1 heure plus tard, c'était un petit avant-poste désolé, un lieu où se croisaient des voies ferrées et pas grand-chose d'autre. L'air était froid et vif, avec une odeur de pain et de diesel. Lorsque les portes s'ouvrirent dans un sifflement, Liam réveilla doucement Maya et rassembla leurs quelques affaires avec un sentiment d'urgence. Ils devaient les mettre dans le bon train. Il fallait maintenant remettre leur voyage sur les rails. Tous se levèrent, son unique sac élégant en bandoulière. Ils se tinrent ensemble dans l'allée, formant une petite bulle de silence au milieu de l'agitation des passagers qui descendaient. « Je suppose que c'est ici que nos chemins se séparent », dit Liam, se sentant inadéquat et étrangement triste. Ara acquiesça du regard, le fixant un instant de plus que nécessaire. « Merci pour ta compagnie », dit-elle. C'était agréable de ne pas être seule dans le noir. Il voulait en dire plus, lui demander où elle allait, lui demander s'il la reverrait d'un jour. Mais les mots ne venaient pas. Il était un homme avec un enfant et un projet, ou du moins, il était censé l'être. Elle était un mystère, une femme venue d'un autre monde, et leur rencontre avait été un magnifique accident qui ne pouvait durer. Ils montèrent ensemble sur le quai, où l'air froid les frappa. Comme une gifle, Maya frissonna, et Liam la serra contre lui. Un autre train attendait déjà sur la voie adjacente, son panneau de destination indiquant le nom de la ville côtière vers laquelle ils se dirigeaient à l'origine. Leur chemin était clair, désormais une ligne droite vers l'endroit où ils étaient censés se rendre. Liam jeta un dernier regard. « Eh bien, commença-t-il, prends soin de toi. » Elle lui adressa un petit sourire triste. « Toi aussi, Liam. » Puis elle se retourna et se dirigea vers le petit bâtiment principal de la gare, sa silhouette s'éloignant jusqu'à ne plus être qu'une ombre contre le soleil levant. Maya tira sur sa manche. « Papa, on va la revoir ?» Liam regarda Ara disparaître dans le bâtiment, le cœur serré. « Je ne sais pas, ma chérie, » dit-il d'une voix douce. « Je ne sais vraiment pas. » La gare de Blackwood Pass n'était guère plus qu'une pièce pleine de courants d'air avec quelques chaises en plastique dur, un distributeur automatique qui n'acceptait que la monnaie exacte et un guichet tenu par une femme qui soupirait avec lassitude. Liam s'approcha du guichet avec Maya à ses côtés, l'estomac noué.
Il expliqua leur situation, le mauvais train, la ligne express, le retard d'une nuit. L'agent écouta avec une indifférence étudiée qui le fit se sentir petit et ridicule. « Je peux vous vendre 2 billets pour Seabrook, dit-elle d'une voix monocorde. Mais votre billet initial n'est ni transférable, ni remboursable. Cela vous coûtera 64 $ supplémentaires. » Le cœur de Liam se serra. Il avait 64 $. C'était son budget nourriture pour les 3 prochains jours. C'était l'argent qu'il comptait utiliser pour l'essence afin de se rendre chez ses beaux-parents. C'était la différence entre s'en sortir et échouer. Il sortit son portefeuille et regarda les quelques billets usés qu'il contenait. Il avait juste assez, mais cela ne leur laisserait pratiquement plus rien. Le déjeuner d'art lui pesait comme une pierre sur l'estomac, une gentillesse qui lui semblait désormais être une cruelle plaisanterie du destin, car elle lui avait donné un aperçu d'un monde qu'il n'avait même pas les moyens de visiter. Alors qu'il comptait les billets, une voix derrière lui dit « Je prendrai aussi 2 billets pour Seabrook. » Liam se retourna. Elle se tenait là, son élégant sac à ses pieds, l'air calme. Il la regarda avec incrédulité. « Je croyais que tu partais. » Elle haussa légèrement les épaules. « Mes plans sont flexibles. » Elle se tourna vers l'agent et posa sa carte noire sans relief sur le comptoir. « Je vais payer les leurs aussi. » Avant que Liam n'ait pu protester, avant même que sa fierté n'ait pu former les mots, l'agent avait déjà passé la carte dans la machine, qui avait émis un bip, et 2 séries de billets avaient été imprimées. Elle les prit toutes les 2 et en tendit une à Liam. « Non, dit-elle doucement, avant qu'il n'ait pu parler. « Laissez-moi faire. Ce n'est pas de la charité, c'est de la logistique. Nous étions dans le même train en panne. Il est logique de voyager dans le même train en état de marche. » Il ne savait pas quoi dire. Il était pris au piège entre sa propre indépendance obstinée et sa générosité discrète et inébranlable. Maya, cependant, n'avait pas ce genre de conflit. Elle rayonnait et saisit la main d'Ara. « Tu viens à la mer avec nous ?» Ahar la regarda. Et pour la première fois, Liam vit une lueur de joie authentique et sans réserve dans ses yeux. « Peut-être, dit-elle doucement. Peut-être. » Le nouveau train était plus vieux, moins glamour que l'express. Les sièges étaient en vinyle défraîchi et l'air sentait légèrement la poussière et le désinfectant. Mais pour Liam, c'était comme une bouée de sauvetage. Il les emmenait dans la bonne direction et pour l'instant, c'était tout ce qui comptait. Ils trouvèrent 4 sièges face à face et s'installèrent pour la suite du voyage. Maya entra immédiatement Ara dans un jeu de devinettes, lui montrant les vaches, les granges et les épouvantails solitaires dans les champs qui défilaient. Liam s'assit et les regarda, les billets qu'il avait achetés reposant dans la poche de sa veste comme une pierre chaude. Il ressentait un étrange mélange de gratitude et de confusion. C'était un homme fier de son autonomie, de sa capacité à subvenir aux besoins de sa fille, quelle que soit la difficulté de la situation. Mais au cours des dernières 24 heures, il avait été secouru à 2 reprises par cette femme énigmatique qui semblait fonctionner selon des règles différentes. Qui était-elle vraiment? D'où venait-elle? Et qu'était-elle? Fuir tout cela lui semblait être une bonne idée, à bord d'un train qui les emmenait vers une ville côtière endormie. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, une tempête silencieuse sous son apparence calme. Ara semblait sentir son agitation alors que Maya reportait son attention sur la fenêtre. Elle se tourna vers lui, parlant à voix basse pour que personne d'autre ne puisse l'entendre. « Tu te demandes pourquoi je suis encore là ?» Liam ne le nia pas. « Cette pensée m'a traversé l'esprit, » admit-il. Elle baissa les yeux vers ses mains, puis le regarda à nouveau. Son regard était direct et sans détour. « Parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne pense pas à ma destination. » Elle dit « Je m'intéresse seulement au voyage. » Son esprit d'architecte avait du mal à accepter ce concept. Toute sa vie tournait autour des destinations et autour des plans et des résultats. Son approche était fluide, chaotique, presque imprudente. Et pourtant, il ne pouvait nier l'attrait de cette idée. L'idée de laisser tomber le plan et de simplement voir où les rails mèneraient. « Tu sais, dit-il après un moment, tu es une personne très déroutante. » Les lèvres d'Ara esquissèrent un petit sourire. Le premier sourire vraiment heureux qu'il lui ait vu. « Tant mieux, dit-elle. J'essaie de l'être depuis très longtemps. » Le paysage à l'extérieur de la fenêtre commença à changer. Les collines ondulantes laissèrent place à des marais plats et l'odeur du sel commença à se faufiler dans le système de ventilation du train. Une promesse faible, mais indéniable de la mer. Maya avait de nouveau le visage collé à la vitre. Son excitation était une énergie palpable dans leur petit espace. « Regarde papa, des arbres avec des barbes !» s'exclama-t-elle en montrant la mousse espagnole qui pendait des chênes anciens. Tous sourirent doucement à cette description. « C'est vrai, n'est-ce pas? On dirait que ces arbres sont vieux et sages. »
Liam les observait en silence, témoin de ce lien improbable. Sa fille, avec sa curiosité sans limite, et cette femme, avec ses secrets sans limite. Il ressentait encore un certain malaise quant à son identité, mais celui-ci était progressivement remplacé par un sentiment différent, une admiration silencieuse pour la façon dont elle existait dans le monde. Elle se déplaçait avec un but qui n'avait rien à voir avec sa destination, mais tout à voir avec le moment présent. Une compétence qu'il avait depuis longtemps oubliée dans sa propre vie, faite de planification frénétique et de survie. Plus tard dans l'après-midi, alors que le train traversait une petite ville oubliée aux façades délabrées et aux vitrines endormies, Liam se surprit à s'ouvrir à nouveau. Il lui parla de la serre communautaire, son projet passionnant, dont les plans étaient soigneusement rangés dans son sac. Il lui expliqua sa conviction que l'architecture ne se limitait pas aux bâtiments. Il s'agissait de créer des espaces qui rassemblaient les gens, qui favorisaient les liens dans un monde de plus en plus déconnecté. Il parlait avec une passion tranquille, gesticulant, tandis qu'il décrivait la façon dont la lumière filtrerait à travers le toit en verre, les plates-bandes surélevées où les enfants pourraient apprendre à cultiver leur propre nourriture, le petit coin bibliothèque qu'il avait conçu pour les après-midi pluvieux. Ara l'écoutait attentivement, les yeux rivés sur son visage. Elle n'écoutait pas seulement ses paroles, elle voyait sa vision. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse pendant un moment, l'air pensif. « Vous ne construisez pas seulement une serre, dit-elle. Vous construisez un sanctuaire, un lieu où les choses peuvent grandir, y compris les gens. » Ces paroles le touchèrent avec une force surprenante. Elle avait compris. Elle avait vraiment compris le cœur de son travail. Pas seulement la structure, mais l'âme même de son travail. « Et toi ?» demanda-t-il, encouragé par sa compréhension. « Que veux-tu construire ?» Tous regardèrent par la fenêtre le soleil couchant qui projetait désormais de longues ombres dorées sur les marais. « Avant, je voulais construire des choses plus grandes, plus rapides, plus efficaces, dit-elle d'une voix teintée de cette tristesse familière. Mais maintenant, elle se tourna vers lui, ses yeux reflétant une nouvelle vulnérabilité. « Maintenant, je pense que je veux juste construire quelque chose qui dure. » La gare de Seabrook était petite, une structure en bois pittoresque qui sentait le sel et le goémon. L'air était épais et humide, contrastant fortement avec l'air vif des montagnes du col de Blackwood. Le cri des mouettes résonnait au-dessus de leur tête, un son à la fois étranger et profondément familier pour Liam. C'était le son de l'enfance de sa femme, la bande originale des histoires qu'elle lui avait racontées. Il monta sur le quai et prit une profonde inspiration, laissant l'air marin remplir ses poumons. Il avait l'impression de rentrer chez lui, dans un endroit plus fier. Il n'y était jamais allé. Maya courut devant lui. Son imperméable jaune apportait une touche de couleur vive au bois patiné de la gare. Elle tourna sur elle-même, les bras tendus, et son rire fut emporté par la brise. Alara suivait plus lentement, observant la petite ville côtière avec une curiosité tranquille. Elle semblait différente ici, plus détendue. La réserve qu'elle affichait dans le train express avait laissé place à une attitude plus douce et plus ouverte. Les beaux-parents de Liam étaient censés les attendre à la gare, mais leur voiture n'était pas en vue. Il sortit son téléphone et vit un SMS de sa belle-mère. « Voiture, problème, nous serons là dans 1 heure. »« Désolé, » soupira Liam. Bien sûr, il aurait dû s'y attendre. L'univers semblait déterminé à mettre tous les obstacles possibles sur leur chemin. Mais alors, il regarda Maya, qui courait après une mouette sur le quai, et la regarda avec un sourire doux, et il se rendit compte qu'il ne ressentait pas la même panique que la veille. « Qu'est-ce qu'une heure de plus dans le grand schéma des choses ?» pensa-t-il. Ils trouvèrent un banc surplombant le petit port où les bateaux de pêche se balançaient doucement au gré des vagues. L'eau était d'un gris ardoise profond sous le ciel couvert, et l'air était imprégné de l'odeur de la marée basse et du diesel. Maya se pencha par-dessus la balustrade, son carnet de croquis ouvert, essayant de capturer la forme des bateaux et les ondulations de l'eau. Liam et Ara étaient assis dans un silence confortable, observant le rythme de la petite ville se dérouler. Un pêcheur réparait ses filets sur le quai. Un groupe d'adolescents riait en partageant un sac de frites. Un chien errant passait en trottinant, le regard plein d'espoir. C'était un monde à 1000 lieues du rythme effréné et des tours scintillantes de la ville que Liam avait laissé derrière lui. C'était lent, réel et sans complexe. « On dirait que tu es à ta place ici, » dit Allah doucement, sa voix presque perdue dans les cris des mouettes. Liam la regarda, surpris. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Elle haussa les épaules. « Ta façon de respirer, tu ne retiens plus ton souffle. » Il n'avait même pas réalisé qu'il le faisait.
Mais elle avait raison. Pour la première fois depuis des mois, l'oppression dans sa poitrine s'était atténuée. Le bourdonnement constant de l'anxiété s'était estompé jusqu'à devenir un murmure. C'était peut-être l'air marin, ou peut-être était-ce elle. Il regarda l'eau, observant le doux va-et-vient des vagues. « Ma femme adorait cet endroit », dit-il doucement. Elle disait toujours que l'océan avait le pouvoir de tout nettoyer pour vous rappeler ce qui était important. Ara acquiesça, le regard lointain. « Je crois que je comprends cela, dit-elle. Je crois que c'est ce que je cherchais depuis toujours. » Ils restèrent assis là tandis que le ciel commençait à assombrir les lumières de la ville. Elles s'allumaient une à une, scintillant de vie. Ils n'étaient plus deux étrangers dans un train. Ils étaient deux âmes que le même courant avait portées vers le même rivage tranquille. Et pendant un moment, cela leur suffit. L'heure se transforma en 2 heures. Le soleil plongea sous l'horizon, laissant derrière lui une traînée violette. Et les beaux-parents de Liam n'étaient toujours pas arrivés. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre SMS, cette fois-ci plus affolé. La voiture avait complètement rendu l'âme. Ils étaient bloqués à des kilomètres de la côte, attendant une dépanneuse qui prenait son temps. Liam ressentit la frustration familière, mais elle fut atténuée par une résignation lasse. Il aurait dû savoir que ce voyage était voué à être une comédie d'erreurs. Il expliqua la situation à Ara, la voix tendue par les excuses. « Je suis vraiment désolé que tu aies été entraîné dans cette malédiction familiale qui consiste à avoir des problèmes de transport. » Ara ne sembla pas perturbée. Elle regarda simplement autour d'elle la ville portuaire tranquille. Son expression était calme. « Donc, on est coincé ici pour la nuit. » Il acquiesça. « On dirait bien. » Maya, qui avait entendu la conversation, intervint avec une question pleine d'espoir. « Ça veut dire qu'on va pouvoir dormir dans un hôtel avec une piscine ?» Liam passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas pour la piscine, ma petite, mais on trouvera quelque chose. » Il sortit son téléphone et commença à chercher un motel dans les environs. Les options étaient peu nombreuses et chères. Même le moins cher, un endroit avec une enseigne néon clignotante et des avis douteux, allait épuiser son budget déjà décimé. Il était tellement concentré sur son téléphone qu'il ne remarqua pas qu'elle passait un appel. Elle parlait à voix basse, le dos tourné vers lui, ses mots trop doux pour être portés par le vent. Lorsqu'elle eut terminé, elle revint vers lui et posa doucement une main sur son bras pour attirer son attention. « J'ai trouvé un endroit, » dit-elle, « une petite auberge juste en haut de la colline. Ils ont une chambre disponible. » Liam la regarda avec scepticisme. « Une chambre pour nous 3. » Elle acquiesça. « Une suite familiale, c'est déjà réglé. » Il commença à protester à nouveau, les mots « Je ne peux pas te laisser faire ça » se formant sur ses lèvres. Mais elle l'interrompit d'un regard à la fois ferme et bienveillant. « Liam, » dit-elle en prononçant son nom, « un ordre doux. Considère cela comme une récompense pour m'avoir sauvé d'une nuit très longue et très solitaire dans un train en panne. De plus, Maya mérite un vrai lit ce soir, pas une autre nuit sur un siège de train. » Son raisonnement était exaspérant de logique et sa générosité implacable. Il regarda le visage plein d'espoir de Maya, puis se tourna vers Ara et son combat s'éteignit. « D'accord, » dit-il. Une capitulation silencieuse. Juste pour cette nuit, l'auberge était une charmante vieille maison victorienne, peinte d'un vert écume de mer doux, avec des bordures blanches et un large porche accueillant. Elle était perchée sur une petite colline surplombant la ville, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude et invitante. Elle semblait tout droit sortie d'un livre d'histoire, un endroit où les fins heureuses n'étaient pas seulement possibles, mais attendues. L'intérieur était tout aussi charmant. Des parquets en bois poli, des meubles anciens et un léger parfum de lavande et de cire au citron. Une femme aux yeux bienveillants et au sourire chaleureux les accueillit à la réception. « Vous devez être les amis de... » dit-elle. « Bienvenue à l'auberge des Balbuzards. Nous avons préparé la suite phare pour vous. » Ara avait parlé d'une chambre. Il s'agissait en fait d'une suite. Un magnifique espace de 2 chambres avec un petit salon, une kitchenette et un balcon privé, offrant une vue imprenable sur l'océan au clair de lune. Maya courut directement vers le balcon, le visage collé contre la vitre, regardant les vagues se briser sur le rivage. Liam resta dans l'entrée, se sentant complètement déplacé. La suite était décorée avec une élégance discrète qui témoignait d'une richesse ancienne et d'un goût raffiné. Le mobilier était confortable. Le linge de maison était impeccable. Les œuvres d'art accrochées au mur étaient originales. Chaque détail était parfait. Et tout cela lui donnait l'impression d'être un imposteur dans sa propre vie. Elle sembla percevoir son malaise. Elle s'approcha de lui et se tint à ses côtés. Son épaule effleurait presque la sienne. « Ce n'est qu'un endroit où dormir, Liam, » dit-elle doucement. « Cela ne signifie rien. »
Il savait qu'elle essayait de le rassurer. Mais ses paroles ne faisaient que souligner le fossé entre leurs deux mondes. Pour elle, ce n'était qu'une chambre. Pour lui, c'était un aperçu d'une vie qu'il ne pourrait jamais offrir à sa fille. Une vie de confort, de facilité et de beauté qui semblait à des millions de kilomètres de son propre monde, fait de factures impayées et de serres communautaires. Il se dirigea vers le balcon et se tint à côté de Maya. La brise marine fraîche lui caressait le visage. Il regarda la danse rythmique des vagues, le va-et-vient incessant de la marée, et fut envahi par un profond sentiment de solitude. Il était un homme debout sur le rivage d'un monde auquel il n'appartenait pas, avec une femme. Il commençait à s'attacher beaucoup trop à elle et ne savait pas quoi faire. Après avoir bordé Maya dans sa chambre, un petit espace douillet avec une couette à motif d'étoiles de mer qu'elle avait déclaré être le meilleur lit du monde, Liam la trouva sur le balcon. Elle était appuyée contre la balustrade, regardant fixement l'étendue sombre de l'océan. Le clair de lune dessinait un chemin argenté sur l'eau, une route qui ne menait nulle part. Elle avait troqué ses vêtements de voyage contre un simple pantalon foncé et un pull à l'aspect doux. Sans les couches protectrices de son manteau, elle semblait plus petite, plus vulnérable. Le silence entre eux était lourd de non-dits. La belle suite, le dîner coûteux, le mystère de sa générosité sans limite. Liam savait qu'il devait dire quelque chose pour briser la tension qui s'était installée entre eux depuis leur arrivée. « C'est trop, Ara », dit-il d'une voix calme mais ferme. Elle se tourna vers lui, le regard indéchiffrable. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, en désignant vaguement la chambre luxueuse, la vue, toute cette situation impossible. « Tu paies pour tout, tu arrives au bon moment avec la bonne solution. Ce n'est pas réel, elle ne broncha pas. Je suis réelle, dit-elle d'une voix calme. Ce ne sont que des choses, Liam. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que Maya soit en sécurité, au chaud et heureuse. » Il passa une main dans ses cheveux, à la fois frustré et reconnaissant. « Je suis son père. C'est moi qui suis censé lui offrir tout cela. » Ara s'approcha, ses yeux scrutant son visage. « Tu l'es, dit-elle. Et tu le fais ? Tu lui apportes de l'amour, de la sécurité et un sentiment d'émerveillement qui n'ont rien à voir avec l'argent. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu. » Elle s'interrompit et son regard se posa à nouveau sur l'océan. « J'ai grandi dans une maison qui ressemblait beaucoup à celle-ci, dit-elle d'une voix à peine audible, belle et vide. J'avais tout ce que je pouvais désirer, sauf la seule chose qui comptait, une connexion, de l'attention. J'ai été élevée par une succession de nounous et de tuteurs payés pour s'occuper de moi, mais personne ne s'est jamais assis à mes côtés dans un train pour m'écouter. La confession flottait dans l'air entre eux, tel un pont fragile entre leurs deux mondes. Liam la vit alors, non pas comme une mystérieuse bienfaitrice, mais comme une femme aussi perdue et seule que lui. Il vit la tristesse dans ses yeux et comprit que sa richesse n'était pas un bouclier, mais une cage. « Je suis désolé, dit-il. » Et il le pensait vraiment, non seulement pour son passé, mais aussi pour son propre jugement. Elle lui adressa un petit sourire triste. « Ne le soyez pas, dit-elle. Cela m'a aussi appris quelque chose, à reconnaître la vérité quand je la vois. » Elle le regarda alors, et le sens de ses paroles était indéniable. C'était une vérité si claire et si terrifiante qu'elle le laissa sans voix. Le matin se leva, clair et lumineux, le ciel d'un bleu éclatant qui reflétait la mer calme en contrebas. Liam se réveilla tôt, l'esprit encombré de pensées et de sentiments confus depuis la nuit précédente, et il la trouva dans la petite kitchenette de la suite. Un livre de cuisine était ouvert sur le comptoir et elle avait l'air très concentrée. Elle était entourée d'un nuage de farine et l'odeur du bacon grésillant emplissait l'air. « Que fais-tu » demanda-t-il. Appuyée contre le cadre de la porte, elle leva les yeux, une trace de farine sur la joue. « Je fais des pancakes » annonça-t-elle avec un sourire triomphant. « J'ai trouvé une recette. Ils vont probablement être immangeables, dit-il en riant. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je suis sûr que l'auberge sert un petit déjeuner 5 étoiles, avec des petits muffins et de la confiture artisanale. » Elle fronça les sourcils. Elle sait bien qu'elle ne veut pas de petits muffins. Elle répondit « Je veux faire des pancakes avec une fillette de 7 ans et son père, qui a l'air de ne pas avoir pris de vrais petits déjeuners depuis des années. » Il ne pouvait pas contester cela. Maya sortit de sa chambre quelques minutes plus tard, attirée par l'odeur du bacon. Son visage s'illumina lorsqu'elle vit la scène dans la cuisine. « Vous faites des pancakes » s'écria-t-elle. Ara lui tendit un petit fouet. « Tu es chargé des œufs, capitaine. » L'heure qui suivit fut un joyeux chaos. De la farine recouvrait toutes les surfaces. Il y avait des coquilles d'œufs dans la pâte et une crêpe finie par terre.
Mais les rires qui remplissaient la petite cuisine étaient sincères, bruyants et empreints d'une joie nouvelle. Ils mangèrent sur le balcon. Le soleil réchauffait leurs visages. Les crêpes étaient un peu brûlées et le bacon un peu trop croustillant. Mais pour Liam, c'était le meilleur repas qu'il ait jamais mangé. Il regarda Maya aider Ma à essuyer le sirop sur son menton. Ses gestes étaient doux et naturels. Elle semblait être à sa place dans la lumière du soleil matinal, avec une fleur sur son pull et un sourire sincère sur le visage. Plus tard dans la matinée, les beaux-parents de Liam sont enfin arrivés, leur vieille voiture familiale cahotant sur l'allée gravillonnée de l'auberge. Sa belle-mère s'est précipitée dehors, le visage empreint à la fois de soulagement et d'excuse. Dès qu'elle a vu Maya, elle l'a serrée dans ses bras avec fougue et affection. Liam les présenta à Ara, leur expliquant la confusion dans le train et la nuit passée à l'auberge. Sa belle-mère, une femme aux yeux bienveillants et dotée d'une intuition aiguë, le regarda d'un air entendu. Elle ne posa aucune question. Elle se contenta de sourire et dit « Merci d'avoir pris soin de mes garçons ». Alors qu'ils faisaient leur bagage pour partir, un sentiment de finalité s'empara de Liam. C'était fini, la fin de leur étrange voyage commun. Il se tourna vers Ara, ne sachant pas quoi dire. Que pouvait-il dire ? Merci pour tout semblait trop insignifiant. Et restez avec nous semblait trop ambitieux. Elle sembla sentir son trouble et s'avança, réduisant la distance entre eux. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite carte toute simple. Son nom et un numéro de téléphone y étaient inscrits. Pas d'adresse, pas de logo d'entreprise. Juste une ligne directe vers elle. « Appelez-moi », dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Si jamais vous prenez à nouveau le mauvais train… » Liam prit la carte, ses doigts effleurant les siens. Le contact fut électrique, une étincelle de quelque chose de réel et d'indéniable. Il baissa les yeux vers la carte, puis la regarda à nouveau, 1000 mots non dits flottant dans l'air entre eux. « Je le ferai », promit-il. Et pour la première fois, il n'avait pas peur de l'issue de ce voyage. Les jours passés chez ses beaux-parents s'écoulèrent dans un brouillard de sel, d'air et de calme emprunté. C'était une petite maison remplie du désordre confortable d'une vie bien vécue. Des photos alignées sur la cheminée montraient des images fanées de sa femme enfant, les genoux écorchés et un sourire édenté. L'air sentait le tabac à pipe de son beau-père et le savon à la lavande que sa belle-mère gardait dans chaque pièce. Cela aurait dû être un sanctuaire, un endroit où se ressourcer et renouer avec soi-même. Mais Liam ressentait un étrange sentiment de déracinement, comme s'il était un fantôme hantant une vie qui n'était plus la sienne. Maya et lui se promenaient sur la plage tous les matins. Leurs empreintes laissaient une trace éphémère sur le sable humide. Maya ramassait des coquillages et courait après les bécassos. Son rire résonnait joyeusement sur le fond rythmé des vagues qui se brisaient sur la plage. Mais ces questions finissaient inévitablement par porter sur Ara. Ara est aussi à la mer. Aime-t-elle construire des châteaux de sable ? Penses-tu qu'elle est en train de faire des crêpes ? Liam répondait par des phrases vagues et évasives. Mais en réalité, il se posait les mêmes questions que celles que lui avait inspirées la petite carte. Posée sur la table de chevet à côté de son lit, elle était une présence silencieuse et constante. Il la prenait en main une douzaine de fois par jour, son pouce effleurant les lettres en relief de son nom. Il voulait l'appeler, mais que lui aurait-il dit ? Sa vie était ici, dans ce monde modeste et empreint d'un chagrin tranquille. Sa vie était un mystère, un monde d'hôtels 5 étoiles et de technologies futuristes, et une solitude si profonde qu'elle émanait d'elle comme un faible bourdonnement. Ils étaient deux espèces différentes, issues de deux écosystèmes différents. Une collision accidentelle dans un train qui ne pouvait en aucun cas se traduire dans le monde réel. Un soir, alors qu'il aidait son beau-père à réparer un robinet qui fuyait dans la cuisine des Cassets, le vieil homme le regarda, les yeux bienveillants, mais directs. « Tu es à des millions de kilomètres, mon garçon », dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Quelque chose te préoccupe ». Liam serra un boulon sur le tuyau, ne voulant pas croiser son regard. « C'est compliqué », dit son beau-père en riant. « La vie l'est souvent, mais je connais ma fille, et je sais qu'elle aurait voulu que tu sois heureux, pas seulement en sécurité, mais heureux. Il y a une différence. » Liam marqua une pause, les mains immobiles sur le tuyau. Il savait que le vieil homme avait raison. Il s'était tellement concentré sur la survie, sur la protection de Maya contre d'autres pertes, qu'il avait oublié comment vivre, comment prendre des risques, comment croire que quelque chose de bon pouvait ne pas être le prélude à quelque chose de mauvais. Cette nuit-là, il resta assis sur le porche longtemps après. Tout le monde était allé se coucher. Le bruit de l'océan, un compagnon fidèle dans l'obscurité. Il sortit son téléphone et fixa l'écran vide. Il ne l'appela pas
Pas encore, mais pour la première fois, il s'autorisa à imaginer ce que cela ferait s'il le faisait. Il imagina sa voix, son sourire discret, la façon dont elle le regardait, comme s'il était quelqu'un qui valait la peine d'être vu. Et dans l'obscurité salée, il ressentit une étincelle qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. L'espoir, l'appel ne venait pas de Liam, mais pour lui, c'était une semaine plus tard. Un mardi après-midi tranquille, il était assis sous le porche, en train de dessiner dans son carnet, essayant d'affiner les plans de la serre communautaire, lorsque son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Il faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre. « Allô ?» demanda une voix masculine sèche et professionnelle. « Est-ce que je parle à Liam ?» Une voix prudente. « Oui, » répondit Liam. « Je m'appelle David Chen. Je suis le chef de projet de la Fondation Vance. » Le sang de Liam se glaça. La Fondation Vance. Il connaissait ce nom grâce aux articles qu'il avait avidement recherchés sur Google après leur voyage. La branche philanthropique du gigantesque empire technologique AR, Vance Innovations. Je vous appelle parce que votre proposition de serre communautaire a été soumise pour notre cycle annuel de subventions. Elle a été approuvée. Liam était sans voix. Sa proposition, il ne l'avait soumise à personne. Mais M. Chen continua, inconscient, du choc de Liam. Le conseil d'administration de la fondation a été particulièrement impressionné par l'accent mis sur la conception durable et l'engagement communautaire. La subvention couvre la totalité du budget estimé du projet. Un chèque vous sera envoyé par courrier avant la fin de la semaine. Liam retrouva la parole. « Je ne comprends pas. Je n'ai jamais fait de demande. Le comité reçoit des nominations de diverses sources, répondit M. Chen avec aisance. Celle-ci nous est parvenue par le biais d'une recommandation anonyme, mais le design parle de lui-même. Félicitations, Monsieur A. La ligne fut coupée. Liam resta assis, le téléphone toujours collé à l'oreille. Le bruit des vagues qui se brisaient au loin semblait s'estomper en un grondement sourd. Son esprit tournait à toute vitesse. Elle avait réussi à faire cela d'une manière ou d'une autre. Ara avait pris son rêve, celui qu'il lui avait confié dans le train à un moment de vulnérabilité, et elle l'avait réalisé. Il ressentit une vague d'émotions contradictoires. Une immense gratitude. C'était bouleversant, et une vive fierté qui ressemblait à une trahison. Elle avait agi dans son dos, utilisant son pouvoir et son influence pour résoudre ses problèmes. Sans même demander, il regarda les plans étalés sur ses genoux, les lignes et les mesures qui représentaient tant de son cœur et de son âme. Elle n'avait pas seulement financé un projet. Elle était intervenue dans sa vie d'une manière à la fois incroyablement généreuse et profondément déstabilisante. Il se leva et marcha jusqu'au bord du porche, regardant l'océan. Sa vie tranquille venait d'être irrévocablement bouleversée par une femme. Il connaissait à peine une femme qui avait vu ses difficultés et avait décidé de les résoudre d'un simple geste de la main. Et il ne savait pas s'il devait être reconnaissant ou furieux. La colère vint en premier, une bouffée de ressentiment qui aigrit sa gratitude. Liam filait 100 pas sur la longueur du porche comme un animal en cage, le coup de téléphone résonnant dans son esprit. Elle n'avait pas le droit, n'est-ce pas? Il pensait qu'elle avait franchi une ligne, une frontière sacrée entre sa vie et la sienne. Il n'était pas un cas social. Il n'était pas un projet à financer et à réparer par une milliardaire bienveillante qui débarquait et rendait tout facile. Il avait l'impression d'avoir été violé, que ses propres difficultés et son propre libre arbitre avaient été discrètement ignorés. Il était fier de construire la serre tout seul, petit à petit, subvention après subvention, don après don. C'était lent et difficile, mais c'était à lui, son accomplissement, son héritage. Maintenant, il avait l'impression que tout cela était entaché, comme une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Il l'imaginait assise dans une salle de réunion élégante, le visage éclairé par un écran holographique, examinant sa proposition. Une petite note de bas de page dans son vaste empire de problèmes à résoudre. Cette pensée lui nouait l'estomac. Mais alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur ardente sur l'eau, la colère commença à s'apaiser, laissant place à quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. Il repensa au regard qu'elle lui avait lancé dans le train, non pas de la pitié, mais de la compréhension. Il repensa à la façon dont elle l'avait écouté parler de sa femme, à la façon dont elle avait tissé des liens avec Maya, à la façon dont elle avait préparé des crêpes désordonnées dans une auberge 5 étoiles juste pour les voir sourire. Elle ne l'avait pas fait pour être une sauveuse. Elle l'avait fait parce qu'elle se souciait d'eux, parce qu'elle avait vu un besoin et qu'elle y avait répondu, non pas avec condescendance, mais avec une efficacité discrète qui faisait autant partie d'elle que sa tristesse. Il s'effondra sur les marches du porche et enfouit son visage dans ses mains.
Qui était-il pour se mettre en colère contre un acte de profonde gentillesse? Il était en train de se noyer, et elle lui avait lancé une bouée de sauvetage. Une bouée de sauvetage ridiculement surdimensionnée et high-tech, mais une bouée de sauvetage quand même. Néanmoins, la vérité était que sa subvention ne finançait pas seulement un bâtiment. Elle lui donnait un avenir. Elle avait donné à Maya un foyer stable dans la ville qu'ils aimaient. Elle lui avait donné la liberté de respirer, de créer, d'être le père et l'architecte qu'il avait toujours voulu être. Libéré du poids écrasant de ses soucis financiers, il sortit la petite carte de son portefeuille et fixa son nom. Ara. La colère avait disparu, remplacée par un sentiment d'humilité et d'admiration. Il ne savait toujours pas qui elle était. Pas vraiment, mais il savait ce qu'elle était. C'était la femme qui avait vu ses plans et décidé qu'il méritait d'être construit. Il lui fallut 3 jours pour l'écrire, il l'écrivit et le réécrivit une douzaine de fois, froissant feuille après feuille, jusqu'à ce que la petite corbeille à papier près de son bureau déborde. Il voulait que les mots soient justes, honnêtes, qu'ils reflètent toute la complexité des émotions qui tourbillonnaient en lui. Il finit par se décider pour une simple note d'une page écrite au dos d'un petit croquis de sa serre. Il ne l'envoya pas à la Fondation Vance. Il l'envoya à l'auberge où ils avaient séjourné, le seul endroit dont il savait qu'elle avait un lien. Il l'adressa simplement à Ara, espérant que la femme aux yeux gentils de la réception saurait quoi en faire. La lettre disait « Ara, j'ai obtenu la bourse. Au début, j'étais en colère. Tu n'avais pas le droit de faire ça, mais j'avais tort. Tu avais tout à fait le droit. Parce que tu étais la seule à voir l'ensemble du projet. Pas seulement les lignes et les mesures, mais aussi l'espoir qui se cachait derrière. Tu n'as pas seulement financé un projet. Tu as donné un avenir à ma fille et tu m'as donné une raison de croire en des choses auxquelles j'avais cessé de croire. Je ne sais toujours pas comment nos deux mondes pourraient s'accorder. Le mien est construit sur de la sciure de bois et des genoux écorchés, et le vôtre est construit sur des systèmes. Je ne peux même pas comprendre, mais je suis prêt à apprendre si vous l'êtes aussi. Cette serre a toujours été conçue pour être un lieu où les choses peuvent pousser. Je pense que nous pourrions peut-être l'être aussi. Venez la voir quand elle sera terminée. Viens voir ce que tu as aidé à construire, Liam. Il plia la lettre, la scella et se rendit au petit bureau de poste de la ville. Il ressentit un sentiment de libération en la déposant dans la boîte aux lettres. Il ne savait pas si elle la recevrait. Il ne savait pas si elle répondrait, mais il avait fait sa part. Il avait dévoilé son projet. Et c'était maintenant à elle de décider si elle voulait l'aider à construire le reste. La cérémonie d'inauguration fut une petite affaire. Pas de caméra, pas de politiciens, juste un rassemblement de voisins et d'amis sur un terrain ensoleillé. Dans la partie sud de la ville, l'air était rempli de l'odeur de la terre fraîchement retournée et du rire des enfants. Une table improvisée était recouverte de limonade et de biscuits, et une banderole colorée peinte à la main par les enfants de l'école locale indiquait « Futur jardin de rêve ». Liam se tenait au centre du jardin, une pelle à la main et un sentiment de gratitude surréaliste dans le cœur. Ses beaux-parents étaient là, rayonnants de fierté. Maya courait partout avec ses amis, tel un tourbillon de joie jaune vif. La subvention de la Fondation Vance avait accéléré le processus. Les permis avaient été approuvés. Les matériaux avaient été commandés. Le rêve devenait réalité. Il prononça un bref discours pour remercier la communauté de son soutien et le donateur anonyme qui avait rendu tout cela possible. Pendant qu'il parlait, il scruta la petite foule. Une partie de lui espérait encore, cherchait encore un visage familier aux tristes yeux bleus, mais elle n'était pas là. Les semaines se transformèrent en mois. Les fondations de la serre furent posées. La structure en acier s'élevait vers le ciel, squelette d'un rêve attendant d'être concrétisé. Liam était là de l'aube au crépuscule, les mains calleuses et les vêtements perpétuellement couverts de poussière. Il travaillait aux côtés d'une petite équipe de bénévoles et d'ouvriers. Il se concentrait entièrement sur son travail, un travail honnête et acharné qui le guérissait d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il cessa d'attendre son appel. Il cessa de vérifier son courrier à la recherche d'une lettre qui n'arrivait jamais. Il accepta que leur histoire commune n'avait été qu'un chapitre bref et magnifique. Une histoire qui était complète à sa manière. Il avait la serre, il avait Maya, il allait bien. Un après-midi d'automne frais, alors qu'il installait le premier panneau de verre sur le toit, il entendit une voix en dessous. « Tu as besoin d'un coup de main ?» Liam se figea sur l'échelle, le cœur battant à tout rompre. Il baissa les yeux et elle était là. Ara se tenait au bord du chantier, les mains enfoncées dans les poches d'un simple trench coat. Ses cheveux étaient tirés en arrière et elle portait une paire de bottes robustes. Elle semblait plus mince, plus fatiguée,
mais ses yeux, lorsqu'ils croisèrent les siens, dégageaient une force tranquille qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle ne souriait pas, mais sa présence était une force physique, une gravité qui le ramenait sur terre. Il descendit de l'échelle. Lentement, les jambes chancelantes, il marcha vers elle et s'arrêta à quelques mètres. Le bruit du chantier semblait s'estomper en arrière-plan, ne laissant que deux dans une bulle de silence chargée. « J'ai reçu ta lettre », dit-elle. Sa voix était calme. Il acquiesça. « J'ai obtenu ta subvention. » Il y eut un long silence, une centaine de questions flottant dans l'air entre eux. « Étais-tu sérieux ?» demanda-t-il finalement. Les mots qu'il avait écrits sur le fait de construire quelque chose ensemble. Sa réponse était simple, mais elle avait le poids du monde entier. « Je suis là, non ?» Elle n'est pas venue sur le chantier avec un chéquier ou un conseil d'administration. Elle est venue avec un thermos de café chaud et une paire de gants de travail. Elle n'a pas donné son avis sur la gestion du projet, ni fait de suggestions pour optimiser le flux de travail. Elle a simplement demandé « Où as-tu besoin de moi ?» Liam, encore sous le choc de son apparition soudaine, lui a simplement montré une pile de bois qui devait être triée et empilée. Elle a acquiescé, a retroussé les manches de son manteau et s'est mise au travail. Au début, ses gestes étaient maladroits. Elle tenait le marteau de manière peu habile et ses piles étaient un peu bancales, mais elle ne s'est pas plainte et n'a pas cherché d'excuses. Elle a simplement travaillé avec une détermination tranquille qui lui a valu le respect silencieux des autres ouvriers. Sur le chantier, il l'observait du coin de l'œil. Cette femme élégante, qui semblait tout droit sortie d'un magazine, était désormais recouverte d'une fine couche de sueur. Ils ne savaient pas qui elle était et ne lui posèrent pas de questions. Ils voyaient simplement quelqu'un qui n'avait pas peur de se salir les mains. Et dans leur monde, cela avait plus de valeur que l'argent. À la fin de la journée, Liam la trouva assise sur une pile de plaques de plâtre, le dos appuyé contre la structure inachevée de la serre, regardant le soleil se coucher. Elle semblait épuisée, mais paisible, comme si elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait simplement être. Il lui tendit une bouteille d'eau et s'assit à côté d'elle. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. « Tu n'étais pas obligé de faire ça », dit-il en désignant le travail qu'elle avait accompli. « J'en avais envie », répondit-elle en buvant une longue gorgée d'eau. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas construit quelque chose de mes propres mains, quelque chose que je pouvais réellement toucher. » Il l'observa un instant, la façon dont la dernière lumière du jour se reflétait dans ses cheveux. « Alors, que va-t-il se passer maintenant ?» Il posa la question qui restait en suspens entre eux. Elle se tourna vers lui, l'air sérieux. « J'ai quitté mon entreprise », dit-elle simplement. Mais Liam savait l'impact considérable que ces mots avaient. « J'ai dit au conseil d'administration que j'avais besoin de construire quelque chose de différent, quelque chose de plus petit, quelque chose de réel. Ils ont mis du temps à comprendre, mais ils ont fini par le faire. Et toi ?» demanda-t-elle en le regardant dans les yeux. « Que vas-tu faire ?» Il regarda autour de lui le squelette de son rêve, l'endroit qu'elle avait rendu possible. « Je construis une serre », dit-il avec un petit sourire. « Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas la seule chose qui va pousser ici. » Elle soutint son regard et, dans cet échange, une promesse silencieuse fut faite. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait. Ils n'avaient pas de plan pour la suite, mais ils avaient cette base d'honnêteté, un bout de terrain commun, et la volonté de construire quelque chose ensemble à partir de rien. Les saisons passèrent, la serre prit forme. Ses parois de verre brillaient sous le soleil hivernal. Sa structure témoignait des efforts de la communauté et de la foi silencieuse d'une étrangère. Allah est devenue une présence régulière sur le site. Elle n'était plus une visiteuse, elle faisait partie du paysage. Elle a appris à lire un plan, à mélanger le ciment, à monter un mur. Elle apprenait vite avec son esprit d'inventrice, saisissant la logique et la physique de la construction avec une facilité qui surprenait constamment Liam. Elle et Maya ont développé un lien profond et tacite. Elle passait des heures dans le bureau de fortune sur le site. Maya dessinait des croquis de la serre avec un soleil souriant au-dessus et esquissait de nouvelles idées sur sa tablette. Pas pour des inventions qui changeraient le monde, mais pour de petites choses pratiques. Un meilleur système d'irrigation pour les plates-bandes surélevées. Une toile d'ombrage autorégulatrice pour le toit. Un petit robot désherbeur qui ressemblait étrangement à une araignée et que Maya avait baptisé Webster. Un après-midi froid de décembre, une semaine avant l'inauguration prévue de la serre, Liam et Ara étaient les derniers sur le chantier. Ils nettoyaient, rangeaient les outils, l'air était chargé de l'odeur de la sueur et du froid hivernal. Ils travaillaient dans un silence confortable. Leurs mouvements synchronisés formaient une danse qu'ils avaient perfectionnée au fil des mois de travail commun. Lorsqu'ils eurent terminé,
Ils se tinrent au centre de la serre, levant les yeux vers le toit de verre où les derniers rayons de soleil de l'après-midi filtraient. « C'est magnifique », dit Alara, la voix pleine d'une admiration tranquille. « C'est nous qui l'avons construit », corrigea Liam. « Nous », elle le regarda, les yeux brillants d'une émotion qu'il ne parvint pas à nommer pendant un long moment. « Je pensais que construire des choses, c'était laisser une trace dans le monde, » dit-elle. « Mais cela, dit-elle en lui prenant la main, les doigts entrelacés, c'est construire un endroit où l'on se sent chez soi. » Il lui serra la main, le cœur prêt à éclater. Il n'avait pas de grands discours ni de déclarations poétiques. Il avait juste la vérité. Alors il dit « Je t'aime, Ara ». Une larme coula sur sa joue, mais elle souriait. « Je t'aime aussi, Liam ». Dans le silence de la serre presque terminée, entourés par l'odeur de la terre et la promesse d'une nouvelle croissance, ils s'embrassèrent. Ce n'était pas un baiser de passion désespérée ou de découverte soudaine. C'était un baiser d'aboutissement, le point culminant d'une promesse qui s'était construite depuis leur première rencontre dans un train qui allait dans la mauvaise direction. Une promesse qu'ils étaient enfin chez eux. L'inauguration de la serre communautaire de Southside était une célébration de tout ce dont Liam avait toujours rêvé. L'espace était rempli de lumière, de vie et du bruit joyeux d'une communauté qui se réunissait. Les enfants plantaient leurs premières graines dans les plates-bandes surélevées. Les voisins partageaient leurs histoires autour de tasses de cidre chaud, et l'air était rempli d'un sentiment palpable d'espoir et de renouveau. Liam se tenait près de l'entrée, observant tout ce qui se passait. Un sentiment discret d'incrédulité l'envahissait. Maya était au centre de tout cela, le visage rayonnant, montrant à ses amis l'araignée robotique qu'elle avait construite, qui arrachait avec diligence les petites mauvaises herbes d'un parterre de laitue fraîche. Ara se tenait à côté de Liam, sa main posée dans le creux de son dos, un geste silencieux de soutien et de partenariat. Elle portait une robe simple et une paire de bottes encore légèrement poussiéreuses provenant du chantier. Elle était radieuse, non pas avec l'éclat raffiné d'une PDG, mais avec la lueur profonde et authentique de quelqu'un qui a trouvé sa raison d'être. Une équipe de journalistes locaux était présente. Un petit geste de la ville pour reconnaître le projet. Un jeune journaliste muni d'un micro s'approcha d'eux. Monsieur Haï dit en souriant « Pouvez-vous nous dire ce que ce projet signifie pour vous ?» Liam regarda Ara, puis Maya, puis la communauté florissante qui les entourait. Il repensa au long chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Le mauvais train, le retard d'une nuit, la peur, le doute, la gentillesse inattendue d'un inconnu. Ce projet, dit-il d'une voix calme et claire, signifie que parfois, il faut se perdre complètement pour découvrir exactement où l'on doit être. Le journaliste se tourna vers Ara. « Et vous, vous faites partie de la Fondation Vance. Nous avons entendu dire que vous étiez la principale donatrice derrière ce projet. Quel est votre lien avec celui-ci » Ara sourit, un sourire sincère qui illuminait ses yeux. « Je ne suis pas une donatrice, » dit-elle en croisant le regard de Liam et en le soutenant. « Je suis une bâtisseuse. » La caméra continuait de tourner. Mais ils ne remarquèrent pas qu'ils étaient dans leur propre monde, un monde qu'ils avaient construit ensemble, un monde où un mauvais virage pouvait mener à la bonne destination et où les liens les plus précieux n'étaient pas construits avec des systèmes et du code, mais avec de la patience, de la gentillesse et un amour assez fort pour grandir dans les endroits les plus inattendus.